Le quatrième dossier reste un dossier très gastro-entérologique et, à mon sens, un dossier super tombable, et notamment sous cette forme, parce que, comme vous allez le voir, on va aborder, ou comme vous l'avez vu plutôt, on a abordé le problème du cancer du côlon et du cancer colorectal par le biais du problème du dépistage auquel vous allez être tous confrontés, et notamment ceux qui parmi vous vont faire de la médecine générale, puisque ça va être véritablement une de leurs missions essentielles que de faire du dépistage. Or, le dépistage du cancer colorectal repose dans la population générale sur l'hémoculte, et cet hémoculte est d'une gestion un petit peu difficile. Il s'agit d'un homme de 56 ans qui vraiment vous consulte pour la réalisation d'un hémoculte dans le cadre du dépistage organisé. Et il vous montre le courrier qu'il a reçu de l'association de dépistage de cancer colique de sa région, qu'il vient de recevoir et qu'il encourage dans sa demande. Qu'allez-vous faire? Eh bien, la première question que vous allez vous poser, et c'est celle que l'on vous pose ici, c'est sur quels critères allez-vous retenir l'indication de l'hémoculte de ce patient? C'est-à-dire, ce patient relève-t-il d'un hémoculte ou relève-t-il d'une autre forme de dépistage? C'est-à-dire, doit-il rentrer dans le dépistage généralisé ou doit-il avoir un dépistage personnalisé? Et la réponse est très claire. Premièrement, il faut qu'il s'agisse d'un patient asymptomatique du point de vue digestif. On ne fera pas d'hémoculte à un patient qui vous dit « j'ai des rectorragies, j'ai des douleurs au ventre, j'ai de la diarrhée, j'ai de la constipation, j'ai une modification de novo de mon transit », car dans ce cas-là, au-delà même du dépistage, il a besoin d'un examen, qui sera probablement une coloscopie, à but diagnostique. Le deuxième élément, c'est que le dépistage généralisé ne s'entrevoit que dans une zone d'âge qui est comprise entre 50 et 72 ans. Troisième élément, ce sont les antécédents du patient. Ces antécédents, d'abord, familiaux. A-t-il des antécédents familiaux de cancer ou de polypes adénomateux? Ces antécédents familiaux, on entrevoit deux éléments. Le premier élément, ce sont des antécédents du premier degré, c'est-à-dire père, mère, frère, sœur, mais des antécédents, quand il y en a un seul, il faut qu'ils surviennent avant l'âge de 60. Alors peut-être 70 ans, mais enfin, dans les critères, c'est 60 ans. Et s'il y en a plusieurs, alors à ce moment-là, le critère d'âge n'intervient plus. Deuxième élément, ce sont les antécédents personnels. Il est évident qu'un patient qui a des antécédents personnels de polypes adénomateux ou de cancer colorectal ne rentre pas dans le dépistage généralisé, mais rentre dans un dépistage personnalisé, probablement par coloscopie. Enfin, toujours dans les dépistages, dans les antécédents, Mickey, acromégalie ou familiaux de PAF ou de Lynch sont autant d'éléments qui vont contre-indiquer l'hémoculte, ou du moins qui ne sont plus des indications d'un dépistage généralisé. C'est-à-dire qu'il faut que le patient appartienne à la population à risque moyen, c'est-à-dire des patients de 50 à 72 ans asymptomatiques, sans facteur de risque personnel de cancer colorectal ou d'une maladie intestinale. À côté de ce risque moyen, on différencie deux populations. La population à risque très élevé qui correspond au PAF et au HNPCC, et le patient à risque élevé, c'est-à-dire les antécédents personnels de cancer colorectal ou d'adénome, les antécédents familiaux de cancer colorectal ou d'adénome avant 60-65 ans, et les pathologies à risque, acromégalie, Crohn, RCH, de plus de 10 ans d'évolution. Donc, quand le patient n'est ni à risque très élevé ni à risque élevé, il appartient à la population générale, il est considéré comme patient à risque moyen et il relève de l'hémoculte. Sinon, il ne relève pas de l'hémoculte. Parce que dans le dépistage organisé du cancer du colorectal, on a d'abord pris les gens qui avaient une symptomatologie évocatrice. On a pris ensuite les patients qui avaient un risque élevé et très élevé. Et on a dit, ces patients-là relèvent d'un dépistage personnalisé par coloscopie. On a pris ensuite les patients dits à risque moyen, c'est-à-dire les patients asymptomatiques de 50 à 72 ans, 74, peu importe,
Et cela relève d'un dépistage généralisé par l'hémoculte. Si l'hémoculte se révèle négatif, quelle surveillance proposez-vous et pourquoi? Eh bien, il est très important de noter que quand un hémoculte est négatif, on a une chance sur deux de méconnaître une pathologie tumorale. Et donc, il est légitime de refaire un test hémoculte tous les 2 ans, de façon à vérifier qu'on ne passe pas trop longtemps sans aller vérifier si le patient a un cancer ou non. Je vous rappelle ici que l'hémoculte est une méthode de dépistage qui est très particulière pour le cancer du côlon. Contrairement au dépistage que vous allez proposer pour le cancer du col, par le frottis, ou le dépistage par mammographie du cancer du sein, qui va vous permettre de retrouver directement une lésion évocatrice du cancer, et donc d'inquiéter le patient pour aller faire un bilan diagnostic histologique ou d'être traité directement. Là, c'est une recherche en 2 temps. Le premier temps, c'est la recherche de sang dans les selles par l'hémoculte, et si l'hémoculte est positif, on fait une coloscopie. Le problème, c'est que l'hémoculte recherche de l'hème, c'est-à-dire du sang partiellement digéré dans les selles, et qu'on sait qu'un polype saigne 1 jour sur 2. Ce qui fait que quand on fait un hémoculte un jour, on peut tout à fait, on a une chance sur 2 de passer à côté d'une lésion potentiellement hémorragique. Donc il faut vraiment refaire l'hémoculte tous les 2 ans. Et donc, attention, quand vous allez, entre guillemets, vendre votre hémoculte, votre bilan de dépistage à votre patient, qui correspond bien aux critères du dépistage, parce que s'il ne correspond pas aux critères du dépistage, on ne doit pas le faire rentrer, eh bien, cet hémoculte, il faut lui dire, attention, tu fais l'hémoculte, mais si c'est négatif, il faudra en refaire d'autres, et si c'est positif, il faut faire la coloscopie. C'est-à-dire que c'est un véritable challenge où il va falloir expliquer au patient une prise en charge dans la continuité et avec des examens éventuellement qu'il craint, comme la coloscopie. Le patient revient vous voir affolé. Son hémoculte est positif. Comment le rassurez-vous? Alors, le rassurer, c'est un grand mot. On va lui dire que la coloscopie est indispensable parce qu'il a un risque de cancer de 10% et un risque de polype de 30 à 40%. Donc vous êtes d'accord avec moi, quand vous dites ça à votre patient, vous ne le rassurez pas beaucoup. Mais comme toujours, il faut toujours expliquer au patient qu'on doit voir la bouteille à moitié vide, mais également la bouteille à moitié pleine. Et ici, elle est plus qu'à moitié pleine, puisque ça veut dire que dans 60% des cas, il va s'agir d'un faux positif, et qu'on a quand même, d'un point de vue statistique, plus de chances de ne rien trouver que de trouver quelque chose. Enfin, le deuxième point très important, c'est de lui expliquer que on a 30 à 40% de chances de trouver un polype, de l'enlever et d'éviter qu'il ne dégénère. Et enfin, que dans ces 10%, les études ont bien montré qu'il s'agissait majoritairement de tumeurs plutôt de bas grade, donc relevant d'un traitement curatif du cancer. Donc, oui, il faut le rassurer en lui expliquant qu'il doit faire d'autres examens, et lui expliquer qu'on a finalement, grâce à cet hémoculte, on a pu trouver quelque chose qui allait rejaillir de façon plus grave et que nous allons pouvoir le traiter immédiatement. Au terme du bilan alors réalisé, vous retrouvez une lésion polypoïde plane. Alors le bilan réalisé, c'est quoi? C'est la coloscopie. C'est obligatoire, puisque, comme on l'a dit, quand on fait une coloscopie et que l'hémoculte est positif, quand on fait un dépistage hémoculte et que l'hémoculte est positif, il faut faire la coloscopie derrière. Donc, au terme du bilan, vous retrouvez une lésion polypoïde plane, occupant le tiers de la circonférence du sigmoïde pelvien, correspondant histologiquement à un adénome tubulovileux, comportant des zones d'adénocarcinomateuses, faiblement différenciées et infiltrantes. Comment entrevoyez-vous votre bilan? C'est un bilan de cancer. Le bilan de cancer, c'est d'abord le bilan de diagnostic. Comment est-ce qu'on diagnostique un cancer du côlon? Par coloscopie, avec des biopsies dirigées, éventuellement aidées de coloration vitale. C'est le bilan d'extension loco-régionale, T et N. Eh bien, malheureusement, dans le cancer du côlon, on ne pourra pas faire une classification T et N. Attention, c'est différent pour le rectum. Pour le rectum, vous pouvez faire une classification TN. T par le toucher rectal, d'accord?
par l'écho-endoscopie et par l'IRM. D'accord? La classification TNM dans le rectum est possible. Dans le côlon, non. D'accord? On ne peut pas faire d'écho-endoscopie dans le côlon. Dans le rectum, j'insiste bien sur les 3 examens. Le toucher rectal, parce que le toucher rectal va vous permettre de palper le pôle inférieur de la tumeur par rapport au plan des releveurs de l'anus. Et donc, globalement, ça va vous dire s'il faudra faire une amputation abdominopérinéale ou non, c'est-à-dire est-ce que c'est un T4. L'écho-endoscopie et l'IRM pelvienne vont vous permettre de répondre très précisément sur le T et sur le N et de proposer la conduite thérapeutique, notamment de radiothérapie préopératoire. Mais dans le côlon, le bilan d'extension locale-générale, il n'y en a pas. Alors, j'ai noté ici quand même la coloscopie à la recherche de lésions multiples, parce que bien évidemment, il peut y avoir plusieurs lésions. Le bilan d'extension à distance, c'est le bilan clinique complet, ganglion troisier, rein inguinal, le scanner thoraco-abdominopelvien et les dosages des marqueurs ACE, CA19-9. Bilan préthérapeutique. Bilan préthérapeutique, bien évidemment, il est complet. La dénutrition, le bilan préopératoire, l'anémie, l'hémostase qu'il faut régler, la correction des troubles ioniques, iono-créate, bilan hépatique, écho du foie à la recherche d'une cirrhose, EFR, radio de poumon, gaz du sang, recherche d'une insuffisance respiratoire, puisque comme on l'avait dit pour d'autres cancers, il faut systématiquement endormir et réveiller le patient, recherche d'une insuffisance cardiaque ou coronarienne par le CG, l'écho-cœur, l'épreuve d'effort, bien évidemment le bilan glycémique à la recherche du diabète, l'évaluation anesthésiologique avec le score ASA, autant d'éléments extrêmement importants et systématiques, mais attention, vous noterez que si vous comparez ces diapositives à celles qu'on vous a présentées pour d'autres cancers au cours de cette conférence, eh bien, vous retrouvez les mêmes mots-clés. Donc, c'est une conduite toujours la même. Et quand vous êtes face à un cancer, eh bien, il faut globalement que vous fassiez des fiches pour tous les cancers qui vont extrêmement se ressembler, avec des mots-clés qui seront souvent les mêmes. Alors, attention de ne pas utiliser les mauvais en fonction de la localisation tumorale. Quel traitement proposez-vous si votre bilan écarte toute extension métastatique? Eh bien, dans tous les cas, la prise en charge d'un cancer impose 4 mots-clés dès qu'on parle de thérapeutique: RCP, diagnostic d'annonce, plan personnalisé de soins, prise en charge en ALD. Et ça, là encore, je réinsiste lourdement sur le fait que ces 4 mots doivent être systématiquement mis, même si vous avez l'impression que ça ne répond pas exactement à la question qui est posée. Mais dans tous les cas, on n'a plus le droit de traiter un patient sans qu'il soit au courant de quoi on le traite. Deuxièmement, on ne le traite pas tout seul dans son coin, mais c'est une équipe pluridisciplinaire avec un oncologue, un spécialiste d'organes, un chirurgien qui discute avec souvent un imageur, un plan personnalisé de soins qui doit être remis au patient pour savoir où il va, et enfin la prise en charge en ALD, parce que des chimiothérapies à plusieurs milliers d'euros par mois, eh bien on ne peut pas se les offrir, et il est légitime que la solidarité nationale vienne aider ces patients. Donc, cette prise en charge systématique. À côté de cela, vous avez un premier traitement très important qui est le traitement symptomatique. Lutter contre la douleur, FABI-OMS, EVA, prise en charge psychologique, anxiolyse, antidépresseurs, psychologue, psychiatre, sont des mots-clés. Prise en charge nutritionnelle, bilan préopératoire, avis anesthésiologique et préparation anesthésique. Parce que le traitement curatif d'une forme non métastatique, c'est la chirurgie. C'est une chirurgie carcinologique, à but curatrice, qui, dans le cas d'un cancer du côlon gauche, sera une hémicolectomie gauche, avec section première des vaisseaux, avec curage ganglionnaire et avec anastomose en un temps, éventuellement protégée par une stomie transitoire à gauche. D'accord? Le sigmoïde, le rectum. La tumeur est là. Que va faire le chirurgien? Le chirurgien va d'abord aller...
fixer les artères, puis va couper ici et couper ici. Il va donc enlever ce morceau d'intestin en portant la maladie, en passant 2 à 5 cm au large de la tumeur. Ensuite, il va décoller l'angle gauche et le descendre pour faire, en fin d'intervention, une anastomose terminale de colorectal. Comme cette anastomose se trouve à gauche et a un haut risque de perforation de fistule, le plus souvent, il mettra une stomie de dérivation de proche amont qui sera fermée dans le mois suivant l'intervention pour éviter toute fistule. Sur la pièce opératoire, il s'agit d'une tumeur PT3N+, 6 ganglions atteints sur 23, M0. Alors, petite question, on me pose souvent la question de dire attention, il y a un nombre minimum de ganglions. Oui, quand vous êtes N0, il faut que ça soit fait sur plus de 12 ganglions. D'accord? Mais quand vous êtes N+, il suffit d'en avoir 1 sur 1 pour dire que c'est N+. D'accord? Donc, il s'agit d'un PT3. PT3, ça va jusqu'au-delà de la musculeuse sans passer l'adventice. Contrairement au T4 qui passe l'adventice. N+, parce qu'il y a des ganglions atteints. M0, parce qu'il n'y a pas de métastase. C'est la classification TNM qui doit être utilisée et plus Astler et Koller, même si dans quelques vieux chirurgiens veulent continuer à vous l'imposer. C'est la TNM. Que proposez-vous alors et pourquoi? Eh bien, comme toujours, en RCP, chez un patient diagnostic d'annonce, plan personnalisé de soins, prise en charge en ALD, on va proposer une chimiothérapie adjuvante. Pourquoi? Parce que cette chimiothérapie a montré son efficacité en termes de survie sans récidive et en termes de diminution de la mortalité globale dans les formes T3 et plus avec atteinte ganglionnaire. Les chimiothérapies que l'on utilise dans le cancer du côlon sont comme dans tous les cancers digestifs à base de 5-fluorouracile, souvent associé à de l'acide folinique qui agit comme un cofacteur d'activité. Et il est classique d'associer actuellement soit de l'oxaliplatine dans le protocole FOLFOX, soit du CPT11 ou irinotecan dans le protocole FOLFIRI. On fera 12 cures en moyenne de chimiothérapie, rendant nécessaire la pose d'un porte-à-4 plus la surveillance adaptée des drogues. Quelle est votre surveillance? Eh bien, la surveillance, ça sera une surveillance clinique semestrielle pendant 2 ans, puis annuelle. Poids, IMC, signe d'appel digestif, existence d'anémie. Ça sera la surveillance biologique, semestrielle pendant 2 ans, puis annuelle, la numération plaquettes, la ferritinémie, le bilan hépatique que l'on dose souvent. La recherche des marqueurs, semestrielle pendant 2 ans, puis annuelle, c'est la CE. Le scanner thoraco-abdominopelvien, semestriel pendant 2 ans, puis annuel. Enfin, la coloscopie totale à 3 et 5 ans. Voici là une surveillance classique d'un cancer colorectal après la phase de traitement. D'accord? 2 ans après cet épisode, le patient vous montre son dernier scanner. Décrivez l'image en légendant les numéros et les flèches. Vous avez donc une image scanographique, une seule coupe transversale classique, passant au niveau de la bifurcation portale. Cette image, ce scanner est injecté. Vous avez à la fois l'aorte injectée, à la fois la veine cave, à la fois le tronc porte. C'est donc un temps portal.
vous voyez ici le foie. Et dans le foie, vous avez une première lésion ici, une deuxième là, une troisième là, une quatrième là, une cinquième là. Donc vous avez au moins 5 lésions d'allure métastatique. La rate apparaît normale. Le foie, pardon, l'estomac avec la poche à air gastrique. Et enfin ici, vous avez le cimier de casque correspondant à une surrénale. Une coupe transversale, TDM injecté, temps portal, passant par la bifurcation portale. Quand vous décrivez un cliché, vous dites toujours de quoi il s'agit, s'il y a une injection ou non, à quel temps de l'injection nous sommes, et vous essayez de donner un rapport anatomique pour voir où ça se trouve. Vous voyez le foie, la poche à air gastrique, la rate, la surrénale droite. Et vous notez de multiples lésions, hyperdenses, intrahépatiques des deux lobes, évoquant des lésions secondaires. Quel est votre diagnostic? Que proposez-vous comme bilan complémentaire? Il s'agit de métastases hépatiques asynchrones d'un adénocarcinome colique. Le complément de bilan que vous pouvez demander, c'est un TEP scan. Et le but du TEP scan, c'est de rechercher des lésions non scanographiquement décelables et de vérifier que ces lésions prennent le glucose marqué, donc sont des lésions où il y a une forte multiplication. Vous noterez qu'au cours de la surveillance, l'apparition de lésions potentiellement métastatiques sont des métastases et ne nécessitent pas une preuve histologique de leur nature pour les considérer comme telles. Par contre, le TEP scan est un bon complément au scanner pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres lésions ailleurs et proposer une thérapeutique adaptée. Quelle est votre proposition thérapeutique? J'ai presque honte de vous dire que la proposition thérapeutique sera faite en RCP, diagnostic d'annonce, etc. La RCP devrait proposer une chimiothérapie néoadjuvante et probablement adjuvante, associant 5-FU, acide folinique, oxaliplatine, CPT11, plus, et là je pense qu'il faut le savoir, des anticorps, c'est-à-dire une biothérapie, par des anticorps anti-EGF, c'est l'Erbitux, ou des anticorps anti-VEGF, donc qui bloquent la néovascularisation, c'est l'Avastin, et cette chimiothérapie, en néoadjuvante puis en adjuvante, d'une destruction lésionnelle va être proposée. Quelle destruction lésionnelle? Des segmentectomies si c'est possible, une radiofréquence et souvent l'association des deux. Mais attention, j'insiste sur le fait que la RCP va dans un premier temps probablement statuer sur, notamment chez un patient jeune, une conduite à tenir qui se veut curative. En cas d'échec, on passera à une attitude palliative. D'accord? Donc, attention, ne dites pas, il y a des métastases, c'est foutu, palliatif. Non. Traitement à potentiel curatif, et en cas d'échec, on proposera un traitement palliatif qui, de toute façon, outre la prise en charge symptomatique que je n'ai pas réitérée sur cette diapositive, pourrait tout à fait correspondrait de toute façon à une prise en charge du même type, avec de la chimiothérapie plus le traitement symptomatique. Donc voici les items abordés dans cette question. Question essentielle, extrêmement tombable. Le cancer du côlon, il faut vraiment le connaître sous toutes ses formes. Il faut bien le différencier du cancer du rectum parce que ce sont pour moi deux cancers différents dans leur approche et dans leur traitement. Enfin, le dernier élément, c'est que vous devez bien connaître les modalités du dépistage par hémoculte, par coloscopie, les facteurs de risque et bien évidemment le bilan, la prise en charge thérapeutique, la discussion des chimiothérapies néoadjuvantes et adjuvantes et la conduite à tenir palliative qui est une technique de dernier recours. Donc ce dossier est intéressant car il vous permet de refaire le point.
notamment par le biais du dépistage, ce qui est une forme tout à fait tombable, je pense à l'ECN. Nous allons donc passer au dernier et 5e dossier de la soirée.